l'universel, le masculin dit l'universel. Le masculin dit l'universel, voilà. Donc, alors, avant de vous dire deux mots de Bérénice Levet, je voudrais vous rapporter une petite anecdote qui en dit long sur nos libertés et sur les menaces qui pèsent sur elles, nos libertés de penser et encore plus de nous exprimer. Comme nous le faisons à chaque conférence, Victoria avait préparé un petit post pour Facebook que j'avais rédigé alertement et qui comportait un petit laïus sur Bérénice Levet et qui était suivi d'un texte que j'avais largement pompé sur la 4e de couverture du livre de Bérénice Levet. Et donc ce petit texte disait très précisément dans Libérons-nous du féminisme, elle fustige avec talent et rigueur les dérives du néo-féminisme, qui n'est plus qu'une criminalisation du désir masculin, guerre des sexes, néo-puritanisme, épuration culturelle, politique, et du deux poids, deux mesures lorsque le mâle est musulman. Victoria benoîtement poste ça pour vérifier que ça convenait, et dans la minute qui a suivi, Facebook nous a répondu « Non, c'est impubliable, c'est contraire à nos règles publicitaires ». Bon, elle me dit ça. J'ai immédiatement compris ce dont il s'agissait, donc j'ai réécrit le texte de la fin et j'ai écrit à la place de politique du deux poids deux mesures lorsque le mâle est musulman, j'ai écrit deux poids deux mesures selon les caractéristiques du mâle. Point de suspension. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste, donc c'est apparemment les algorithmes de Facebook rejettent toute mention aux musulmans. Voilà. Alors, Bérénice Levet, on ne la présente pas, mais je le fais quand même. Donc, Bérénice Levet est philosophe. Bérénice Levet est essayiste. Bérénice Levet écrit dans de très nombreuses revues extrêmement prestigieuses. Mais elle n'est pas seulement donc professeure de philosophie, comme un certain nombre de professeurs de philosophie sont professeurs de philosophie, c'est-à-dire sans être forcément philosophe, elle est philosophe, parce qu'elle pense par elle-même, elle écrit les choses qu'elle pense, et sur la vie, sur le temps, pas la météo bien entendu, sur le temps qui court. Voilà, donc nous sommes évidemment ravis de l'accueillir ce soir. Elle a écrit, d'abord elle a rédigé sa thèse sur Hannah Arendt, thèse qui portait, me semble-t-il, le titre de, je vais le retrouver. Enfin, en tout cas, il a été publié, il portait sur la présence de la littérature dans l'œuvre d'Hannah Arendt, essayer de comprendre pourquoi un philosophe politique avait tant sollicité la littérature, la poésie, le roman pour explorer la condition humaine et ne s'était pas contenté des concepts. Donc ça, c'était mon travail de thèse et je l'ai totalement réécrit pour un essai, donc qui a été publié sous le titre du Musée imaginaire d'Hannah Arendt. Imaginaire d'Hannah Arendt, le seul titre dont je me souvenais, donc qui est ce livre qui a été publié, donc je crois en 2012. Ah oui, peut-être même avant. Puis en 2014, vous avez publié La théorie du genre. Ou Le monde rêvé des anges. Ou Le monde rêvé des anges, ça en dit long sur le contenu et sur le concept. Un livre absolument passionnant que j'avais lu en son temps et qui m'avait beaucoup intéressé. Et le livre sur le féminisme s'en inspire en partie, en tout cas. Oui, le prolonge en tout cas. Voilà. Alors, et donc ce livre a été préfacé par Michel Onfray lors de son passage en poche. Ce livre, j'allais le dire, a été préfacé par Michel Onfray, qui, comme vous le savez, est ce grand philosophe français qui était lui aussi universitaire à Caen, comme l'a été Bérénice Levet. Et puis ensuite, elle a publié en 2017 le Crépuscule des idoles progressistes. Alors un livre que je précise, nous avons en quelques exemplaires ici ce soir et qu'elle pourra vous dédicacer. Voilà, je vois que notre ami Hubin là, à côté de lui. Et puis, plus récemment, donc à la fin de l'année dernière, en 2018, elle a publié Contre Libérons-nous du féminisme, et qui était sous-titré Nation française galante et libertine, ne te renie pas. Voilà, c'est en grande partie. Alors, à l'instar de notre précédent conférencier qui considérait qu'il n'y avait qu'un seul libéralisme condamnable totalement et qu'il n'y avait pas de néolibéralisme, de libéralisme économique et de libéralisme sociétal, Bérénice Levet pense aussi qu'il n'y a pas de néo-féminisme et un féminisme, il y a un féminisme qui est la matrice de tout ce qui en suit et un féminisme qui est en fait une idéologie. Et le féminisme qu'elle dénonce, bien entendu,
n'est pas la recherche d'une égalité entre l'homme et la femme, mais bien plutôt ce féminisme identitaire et séparatiste qui nous revient des États-Unis en boomerang, puisqu'en fait il a été à l'époque initié par de grands, entre guillemets, intellectuels français. Voilà, alors je vous en ai déjà dit trop sur le contenu du livre, puisque c'est le contenu de la conférence de Bérénice qui va maintenant vous parler. Merci beaucoup, merci de votre présentation et merci à vous tous de votre présence. Alors en effet, j'ai écrit ce livre, d'abord, ça il faut que je le précise et je vais y revenir un petit peu, j'ai écrit ce livre sur fond de mouvement MeToo, mais le féminisme m'intéresse depuis longtemps, non pas en soi, mais au titre précisément d'idole du progressisme, de ces idoles donc je traque et dont je ne parlais pas du tout dans mon crépuscule des idoles progressistes. Alors ce statut d'idole du progressisme, si jamais quelqu'un en doutait, le mouvement MeToo justement l'a rendu incontestable, cela est apparu de façon éclatante. Donc je me permets de faire rapidement retour sur ce mouvement, car il me semble mettre en lumière des aspects de notre présent extrêmement intéressants. Il a suffi de 2 hashtags, balance ton porc puis MeToo, pour que les réseaux sociaux s'enflamment et, à leur suite, les médias. Donc la chasse aux hommes était ouverte et on a assisté quand même à une chose extraordinaire, c'est que le délateur, qui était la figure la plus méprisée de l'occupation, tous les travaux l'attestent, eh bien le Corbeau 2.0, lui, était élevé au rang de héros, et la délation devenait une vertu. On a constaté également, nous rappelant des épisodes de l'histoire, que les dieux ont soif, hein, selon le titre d'Anatole France, ce magnifique texte que je vous invite à relire, qui porte sur les années de la terreur de la Révolution française. Donc les dieux ont soif et on a exhumé de vieilles affaires, on a rouvert des dossiers qui avaient été classés sans suite, et pour trouver toujours de nouveaux coupables. Alors il aurait fallu savoir raison garder, évidemment, car ce mouvement n'était que la créature de l'essor des réseaux sociaux. Et justement, je me suis interrogée sur le fait que la chose n'avait pas pris au moment de l'affaire DSK. Et pourtant, vous vous souvenez aussi quand même de l'émoi, sinon international, en tout cas, qui a concerné plusieurs pays. Mais justement, l'étincelle était là, mais ce qui n'existait pas, et c'est là en recherchant un peu les choses, ce qui n'existait pas, c'était les hashtags, puisque les hashtags en 2018 ont fêté exactement, ou en 2017, puisque le mouvement avait éclaté en 2017, fêtait exactement leurs 10 ans. Donc les hashtags n'existaient pas, et donc avec eux ce phénomène de formation de meutes, de hordes, et là on y a assisté. Et la raison aussi pour laquelle ça a pris cette ampleur, c'est que les journalistes y trouvaient l'occasion de jouer leur rôle favori, l'incarnation de la bonne conscience et l'occasion de délivrer leur sermon du haut de leur chair. Et puis aussi, donc je pense toujours à cette magnifique phrase de Théophile Gautier dans sa préface à Mademoiselle de Maupin, « Le temps est à la pluie et à l'homélie », ce qui est tout à fait l'atmosphère dans laquelle nous baignons. Souvenez-vous aussi de cette surenchère, puisque nous avions droit à Martin Hirsch venant dire qu'effectivement il allait s'interroger sur ce qui se passait dans les hôpitaux. Enfin, chacun y allait de sa surenchère. La ministre de la Santé aussi évoquant des souvenirs lorsqu'elle était étudiante en médecine, et donc les chefs, les grands professeurs qui étaient au-dessus d'elle, qui avaient des phrases qu'elle jugeait offensantes, donc elle nous invitait à verser des larmes. Enfin, c'était vraiment un spectacle tout à fait singulier. Et puis surtout, ce qui était très intéressant, c'est que Harvey Weinstein était le coupable idéal. C'était un mâle, blanc, hétérosexuel, plus de 50 ans, juif de surcroît, puissant, riche. Alors, la seule petite ombre au tableau, c'est qu'il était progressiste, un progressiste affiché et revendiqué, qui avait été le soutien de Barack Obama, d'Hillary Clinton, mais on s'est en général gardé de le rappeler. Et ça, c'est un point très intéressant parce que le fait que cet homme soit de gauche, soit un progressiste, on en a un autre exemple avec Bertrand Cantat.
fameux chanteur qui a assassiné Marie Trintignant. Et là, j'ai retrouvé le témoignage d'un collectif militant mobilisé contre sa venue à Grenoble même. Et le communiqué qu'ils ont diffusé avait le mérite de la clarté et de l'honnêteté, puisque Bertrand Cantat avait été en son temps la grande conscience de la gauche, du groupe donc, dont il faisait partie, Noir Désir. Et puis en 2003, donc, il tue sa compagne, Marie Trintignant. Et donc ce collectif explique, je le cite, « Ça aurait été tellement plus facile si c'était un vieux type moche de droite », avouait le collectif. Et donc les organisateurs de gauche auraient alors eu moins de mal encore à condamner son retour sur scène. Autre point intéressant dans le mouvement MeToo, c'était ce régime des fake news qui a dominé. Et là, c'est un moment très intéressant parce qu'il est capital de remarquer que ce moment fut un grand moment d'intoxication des esprits. Les fake news, je vais en énoncer quelques-unes, se sont déversées à grands flots sans rencontrer jamais le moindre obstacle. Là, on n'a eu aucun bureau de vérification chargé de débusquer, en règle générale, les fameuses fake news, et aucun ne s'y est risqué. Alors moi, effectivement, je m'y suis un peu risquée. Alors par exemple, on nous a répété sans cesse que nous assistions enfin à la libération de la parole sur les violences faites aux femmes. Alors là, on se demande véritablement de qui on se moque. De quand date la première loi contre le harcèlement sexuel? De 1992, avec une révision en 2002 qui va en étendre considérablement le champ d'application. En définitive, cela fait 30 ans que ce thème occupe le devant de la scène, avec cette passion victimaire, punitive qui se déploie sans frein. Et si on en veut un indice, c'est que la fameuse formule de Philippe Muret, l'envie de pénal, précisément qu'il forge pour nommer cette soif répressive qui saisit la société française, et en particulier les féministes, c'est en 1992 qu'il forge cette expression. Et avec cette idée que l'envie de pénal vient se substituer, je le cite, à l'antique et désuète envie de pénis. Et, n'est-ce pas précisément aussi parce que les thèmes du harcèlement, des agressions, des violences faites aux femmes et les chiffres censés les appuyer sont diffusés dans l'opinion avec une dévotion parfaite, qu'en 2003, impatientée, Elisabeth Badinter publie Fausse route. Un livre extraordinaire, il faut absolument en relire, moi qui ne suis pourtant pas nécessairement une adepte d'Elisabeth Badinter, mais tout est dit. Les pages que je consacre à tout ce thème étaient déjà écrits noir sur blanc, dénoncés noir sur blanc par Elisabeth Badinter. Et elle montre très bien, si vous voulez, comment on avait emmêlé tous les fils de l'écheveau en noyant ce que l'on entendait par harcèlement, par violence. Tout devenait susceptible d'entrer dans ces catégories. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point. Mais donc là, on est en 2003. Et puis également au moment de MeToo, de Balance ton porc, osez nous dire qu'enfin la parole était libérée. Souvenez-vous aussi de toute la campagne orchestrée autour de Jacqueline Sauvage, avec la grâce présidentielle accordée par François Hollande contre tous les avis de la justice. Il y a un très très bon livre des journalistes Hélène Mathieu et Daniel Grand-Clément, La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage, qui retrace tout cela de façon admirable. Donc nous sommes loin, très loin de cette fameuse omerta qu'on nous décrit. Alors d'ailleurs, ces chiffres exorbitants concernant les violences faites aux femmes, hein, là c'est devenu une formule inséparable, qu'on nous diffuse à longueur de temps, sur quelle réalité repose-t-il? Il y a déjà un moment que j'avais cherché à comprendre, parce que je me souviens d'avoir lu un gros titre du Monde qui annonçait 99% des femmes victimes de harcèlement sexuel.
Là, donc vous vous dites, bon, curieux, qu'est-ce qui m'arrive? J'en ai pas été l'objet. Et alors là, vous lisiez l'article. En définitive, vous aperceviez qu'il s'agissait de requalifier de harcèlement sexuel la moindre remarque ou le moindre sifflet d'un homme. Voilà. Et à ce moment-là, il fallait que vous rentriez dans la catégorie harcèlement sexuel. Donc, si vous voulez, je me suis vraiment penchée sur cette question. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, c'est comme cela qu'on fabriquait des réalités. Les mots ne servent pas à désigner les réalités, ils les fabriquent, au contraire. Et un point important et nouveau lié à l'avènement des réseaux sociaux, et cela ne vaut pas que pour le féminisme, mais pour tout un tas de phénomènes, c'est que ces fameuses plateformes numériques, elles sont des machines à fabriquer des réalités, et en l'occurrence, des victimes. Parce que ce fameux hashtag « balance ton porc », mais vraiment apparu comme une sorte de sujet de rédaction pour élèves de classe primaire. C'est-à-dire que on incitait les femmes, on invitait les femmes à remuer la fange qui est censée être leur vie, et puisqu'elles passent leur temps à coudoyer des hommes, donc c'est inévitable, et là, à ce moment-là, à raconter les violences ou le harcèlement dont elles peuvent prétendre avoir été victimes. Mais si vous voulez, voilà, on fabrique, c'est vraiment une technique tout à fait frappante, c'est qu'après tout, si on vous dit, mais vous êtes sûr que, c'est la même chose exactement avec le racisme, vous êtes sûr que finalement, si ce poste, vous n'avez pas pu le décrocher, c'est finalement pas en raison de vos origines ethniques, etc. Et donc, voilà. Et là, c'est pareil. Êtes-vous certaine que telle remarque n'était pas liée finalement au fait que vous étiez une femme? Et on se met à raconter, puis comme ça, on a le sentiment de participer à un groupe, d'être rattaché à une collectivité. Autre fake news, alors ça aussi, c'était d'un comique parce que des femmes bâillonnées. Alors donc les femmes n'ont le droit à la parole nulle part et ils arrivent à ouvrir leur télévision, les femmes seraient là comme des potiches et interdites de prendre la parole. Je sais pas, il suffit, c'est là vraiment, après je vais revenir sur la question de l'idéologie, mais on voit à quel point ce féminisme occulte, sert à occulter le réel. Parce qu'on ouvre les yeux, on voit les choses et les femmes ne sont guère bâillonnées. Un autre exemple aussi de fake news et de discours purement idéologique, c'est la question de la virilité. Parce que donc au moment de MeToo, on s'est beaucoup dit, en définitive, si les hommes sont violents, c'est qu'ils sont élevés selon des codes qui associent le masculin à la force, à la brutalité. Et donc, par exemple, là encore, Le Monde titrait « Les hommes vont-ils s'élever contre une virilité qui les étouffe ?» Et là, surtout, n'allez pas croire que les journalistes se penchent sur la virilité prédatrice, bestiale, alors là, qui est vraiment cultivée par les rappeurs, parce que là, j'ai été voir pour la première fois les textes de rap. Là, pour le coup, c'est même plus de la virilité, c'est de la bestialité, et les femmes rabaissées à rang de simple chair. Hein. Et là, les journalistes, pour le coup, sont absolument absents. J'ai lu quand même un article intéressant qui avait dû paraître dans Marianne. Mais sinon, en règle générale, on n'en parle absolument pas. Évidemment, là aussi, je suis désolée pour Facebook, mais ce sont les mâles occidentaux qui sont exclusivement concernés. Et donc, les féministes prennent prétexte, les mouvements MeToo ou Balance ton porc leur ont été à cet égard une aubaine, de comportements condamnables pour instruire le procès de la masculinité et de la virilité. Or, il y a une chose qui est tout à fait frappante, c'est que depuis les années 70, les petits garçons ne sont évidemment plus éduqués selon les codes de la virilité traditionnelle. La disqualification de ces codes date de la décennie 70 dans laquelle j'ai grandi. Mais j'ai trouvé justement dans l'histoire de la virilité dirigée par Corbin et je ne sais plus quel historien, un texte remarquable sur ces années-là, justement, d'un nommé, alors je ne sais plus quel est son prénom, je ne sais pas si je l'ai recopié là, son nom en revanche est celui de Bobéro, je crois que c'est Arnaud Bobéro, et c'est un texte où il le dit. Il dit oui, peut-être que certains jouets sont encore offerts aux petits garçons, d'autres petites filles, mais les petits, il y a une telle disqualification, une perte de légitimité sociale de ces représentations, que de toute façon, elles ne s'imposent pas. Elles sont délégitimées.
Donc c'était complètement aberrant de faire comme si, depuis 45 ans, on continuait d'éduquer les petits garçons selon les codes de la virilité. Qui plus est, sur ce point, plutôt que de savoir si les hommes allaient se délivrer d'une virilité qui les étouffe, donc plutôt que d'instruire le procès de la virilité, moi je crois qu'il conviendrait de se souvenir que la virilité occidentale, c'est un idéal civilisationnel. Elle est faite de codes, de formes, de mise en forme justement de cette force qui est réelle, incarnée physiquement. C'est un idéal de fermeté morale, allié certes à la force physique, de puissance sexuelle, mais aussi avec une exigence de constance. Donc, si vous voulez, je crois que les hommes aujourd'hui souffrent beaucoup plus d'une chose, c'est d'une identité incertaine, plutôt que d'une virilité excessive. Bon, j'aime apprendre cet exemple aussi parce que la question d'éduquer selon les codes de la virilité et de la féminité, c'est très important parce que c'est ce qui maintient la polarité dans une civilisation. Et une civilisation a besoin de cela. Et alors je défends bec et ongle l'éducation du petit garçon selon le principe un petit garçon ça ne pleure pas, non pas parce que je pense que les petits garçons doivent être rendus inaccessibles au moindre sentiment, mais par contre je crois qu'il est très important qu'il y ait cette polarité, c'est-à-dire que les femmes puissent croire que dans toutes les situations, il y aura un des deux sexes qui justement résistera, sera capable de relever le défi, l'épreuve de la vie. Et ça, c'est extrêmement important que déjà le petit garçon aussi grandisse avec des parents qui incarnent chacun ce pôle. La mère qui fait droit à la tendresse, au sentiment, et puis le père qui rappelle que non, il faut rester inflexible, il faut ne pas se laisser débordé par les événements, les sentiments. Et j'aime à citer à cet égard la pièce de Corneille, Horace, parce qu'on voit vraiment cette polarité. Et les femmes qui, tout en reconnaissant la légitimité justement de ne pas fléchir, eh bien, demandent aussi le droit, elles, de verser des larmes pour les vaincus. Mais donc cette polarité est magnifiquement mise en scène dans Horace de Corneille. Alors, donc là, vous voyez, on avait quelques fake news qui auraient quand même demandé d'être un petit peu explorées, d'être interrogées, et que les pendules soient remises à l'heure, ce qui est un des objectifs de ce livre. Alors, les mouvements MeToo et Balance ton porc ont été une grande victoire. D'ailleurs, c'est très intéressant, ces deux hashtags, parce que sans doute avez-vous observé comme à un certain moment, les journalistes ont senti qu'après tout, Balance ton porc révélait la vraie nature de ce mouvement. Côté délation, etc. Alors ils lui ont préféré vraiment MeToo parce que ça semblait beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus neutre, alors qu'en réalité ça montrait bien l'esprit aussi de la meute et surtout du conformisme idéologique qui régnait. Alors donc ce mouvement a été une grande victoire des féministes puisqu'elles cherchaient depuis des années à imposer une représentation victimaire de la femme, à fomenter la guerre des sexes et à dresser un réquisitoire contre la France parce que ça c'est un des thèmes majeurs pour moi, c'est que normalement j'y reviendrai, mais si vous voulez, la conviction qui est la mienne est que les violences faites aux femmes sont un pur alibi des féministes, que leur véritable objet est la disqualification de la civilisation occidentale. Et que, donc on le voit justement avec ce fameux deux poids deux mesures entre un mâle blanc et un mâle musulman, mais là je vais vraiment y revenir en détail. Donc, offensive contre les mœurs occidentales et tout particulièrement contre les mœurs françaises, qu'on a toujours jugées par trop complaisantes aux hommes. Cette France réputée patrie des femmes, distinguée pour son art de la mixité des sexes, impatiente particulièrement les féministes. Et donc c'est de dire, mais non, la France ne fait pas exception, et là elle jubilait parce que apparemment la France ne faisait pas exception. Parce que si vous voulez, au moment des attentats islamistes des terrasses des cafés, on a observé qu'on avait aussi un des éléments du charme de la vie française qui était la mixité. Parce qu'aux terrasses des cafés, il y avait aussi bien des hommes que des femmes. Et ça a été signalé à l'époque, qu'on touchait aussi à quelque chose de l'art de vivre en France. Et c'était odieux
à l'oreille des féministes qui essayaient de nous dire mais non, les femmes sont quasiment interdites de l'espace public. Je reviens sur certaines journées de la femme du 8 mars qui sont consacrées justement à la reconquête des territoires, mais surtout pas dans les banlieues. Je raconte cette anecdote parce que c'est vraiment savoureux. Vous avez donc les banlieues où les femmes ne peuvent même plus sortir, vous avez vraiment, bon, notamment à Sevran, mais dans d'autres banlieues, les femmes sont interdites de l'espace public, mais non, ce qu'il fallait reconquérir selon une association que je cite, c'était la place du Panthéon. Donc où les femmes prétendument étaient interdites, et enfin en tout cas s'interdisaient de s'y rendre. Et alors elles ont obtenu de la du maire de Paris, d'Anne Hidalgo, que des noms de femmes soient gravés à même le sol pour que justement les femmes réinvestissent l'espace. Bon, ce qui est une façon quand même assez curieuse de rendre hommage aux femmes que d'inviter à piétiner leur nom. Mais donc si vous voulez, ça je le raconte et ça se vérifie sur les sites, je mets toutes les adresses, tout est référencé, mais c'était leur grand combat au moment même, je vous dis, où les femmes sont interdites de certains territoires perdus de la République. Alors oui, je voulais faire aussi une allusion à cette question de la galanterie, de cet art français de la galanterie, qui est là un des grands objectifs aussi du féminisme, parce que évidemment, elle voit dans tous les codes de la galanterie, l'homme qui s'efface devant vous, l'homme qui vous ouvre la porte, etc., une ruse de la raison et de la domination masculine. Or, la galanterie apparaît tout au contraire comme un espace de dialogue entre les sexes et non comme une stratégie masculine pour s'assurer une emprise sur les femmes. Et à cet égard, je vous renvoie à un très beau livre d'un spécialiste de littérature, Alain Viala, et qui explique de façon lumineuse comment on est passé de l'âge courtois à la galanterie du XVIIe et du XVIIIe. Et il montre très bien comment, à l'âge courtois, les femmes, les dames, sont vues comme des princesses en leur tour, inaccessibles, mais parées de toutes les vertus, de toutes les grâces, de toutes les supériorités. Et avec l'art de la galanterie, elles vont être considérées comme des interlocutrices dans la vie sociale, comme des pairs, des égales, enfin, voilà, dans le domaine de l'égalité. Je rappelle aussi, j'y reviens à plusieurs reprises, que c'est un point vraiment qui me semble extrêmement instructif, Descartes, qui écrit le discours de la méthode en français précisément pour qu'il puisse être lu aux femmes, par les femmes. Il n'est absolument pas indifférent que le discours de la méthode, il veut le rendre accessible aux femmes. Que raconte le discours de la méthode? Le parcours, justement, le cheminement par lequel l'individu Descartes va prendre conscience va être conduit à cette vérité que le je pense donc je suis, le je va être au fondement de la possibilité d'accéder à la vérité. C'est-à-dire comment, en fait, il découvre que l'individu peut s'extraire de tous les particularismes et devenir justement le siège de la fondation du vrai. Pas indifférent qu'il permette aux femmes de suivre ce cheminement et de s'identifier justement à cet individu et en arriver à cette conclusion cogito ergo sum. C'est assez remarquable. N'oublions pas non plus qu'une de ses plus grandes interlocutrices a été Élisabeth, et donc une femme. Et là, je vous invite à lire leur correspondance et toutes les réflexions qu'ils échangent, et combien Descartes est nourri par les remarques, l'expérience même d'Élisabeth. Alors, donc pour revenir à notre féminisme, c'est que ce travail de pénétration des esprits, qui finit par produire ses effets, est extrêmement lié à la novlangue féministe à laquelle l'élite médiatique, culturelle, politique s'est convertie, et donc a fini par infiltrer le grand public. Et justement en cherchant quel était ce mécanisme par lequel finalement chacun arrivait à se laisser plus ou moins convaincre par les thèses, j'ai retrouvé les travaux de Victor Klemperer, le grand spécialiste de la langue du Troisième Reich, et il a une phrase tout à fait extraordinaire parce qu'elle mord sur le mécanisme par lequel cette novlangue
cette langue saturée d'idéologie a réussi à contaminer nos discours, je le cite, « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. » Et donc, cette question de la langue est tout à fait décisive, et je crois que la résistance commence par là, ne pas adopter ce vocabulaire. Je citerai une phrase aussi d'Hannah Arendt, parce que c'est extrêmement intéressant, cette offensive contre la langue. Il y a deux façons. Il y a tous ces mots nouveaux, ou en tout cas cette redéfinition, donc le harcèlement, le sexisme, le féminicide, j'en citerai d'autres, mais qui deviennent finalement notre propre vocabulaire. Et donc les féministes procèdent ainsi, soit arrivent à imposer des mots, soit à redéfinir certains mots de la langue courante. Et Arendt disait, et également, alors ça c'est aussi un chapitre entier de mon livre, mais évidemment nous imposer cette fameuse langue dite inclusive, et donc modifier les règles de nos discours, nos règles de grammaire. Hannah Arendt disait « Toute époque pour laquelle son propre passé est devenu problématique à un degré tel que le nôtre, doit se heurter finalement au phénomène de la langue. Car dans la langue, ce qui est passé a son assise indéracinable, et c'est sur la langue que viennent échouer toutes les tentatives de se débarrasser définitivement du passé. » Donc je crois que dans leur volonté d'abolir le vieux monde, la langue est un terrain de prédilection des féministes. Alors, je prends un exemple qui vraiment, je l'évoquais déjà dans mon livre sur la théorie du genre, mais ce mot de sexisme, qui est une des choses les plus vicieuses, parce que ce mot est redoutable, parce que où commence, où finit le sexisme? C'est absolument impossible à établir. Parce que la définition est telle qu'on peut le lire sur le site du ministère des droits des femmes, enfin du ministère de Marlène Schiappa, idéologie qui repose sur l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Donc c'est tellement vague que de toute façon, tout peut être accusé de sexisme. Et en fait, si vous êtes bien attentif, vous comprendrez que c'est le fait même d'associer au féminin une quelconque qualité, une quelconque disposition, un quelconque dictionnaire, un quelconque caractère, qui est tenu pour discriminatoire et va être qualifié en termes de préjugés sexistes. Et donc, en définitive, ce mot de sexisme, c'est une technique pour disqualifier toute perception, toute pensée de la différence des sexes. Alors, vous aviez eu, sous François Hollande, des fameux stages de sensibilisation au sexisme ordinaire qui étaient organisés par la militante féministe Caroline de Haas en 2012, du temps où Jean-Marc Ayrault était Premier ministre. Et la cofondatrice d'Oser le féminisme, qui était alors conseillère spéciale de Najat Vallaud-Belkacem, qui elle-même était ministre des droits des femmes, ces stages donc qu'elle organisait consistaient dans la projection de PowerPoint qui montrait des exemples de la façon dont le sexisme était censé s'infiltrer dans nos vies. Et alors elle projetait donc des images de body portées donc par les bébés, de la marque Petit Bateau, où le petit garçon était qualifié de vaillant, de robuste, et la petite fille de coquette ou de gourmande. Donc voilà, c'était des préjugés sexistes, donc qui impliquaient qu'on fabriquait déjà des inégalités. Donc vous voyez bien que ce mot de sexisme, en fait, il est l'arme massive de la déconstruction des identités. Parce que dès lors que vous allez attacher une qualité à une femme, on pourra dire, voilà, c'est sexiste. Sauf si vous empruntez le vocabulaire masculin pour les femmes. Donc, cette novlangue féministe est devenue la langue officielle, bien pensée, bien parlée, c'est dire la condition des femmes dans les catégories élaborées par les néo-féministes, donc harcèlement, harcèlement de rue,
outrage sexiste, violences faites aux femmes, alors il faut systématiquement dire que c'est un fléau social, culture du viol, féminicide. Or, toutes ces catégories ont été forgées dans l'arsenal des féministes américaines et thésaurisées par l'Union européenne qui veille à ce que nous les adoptions. Parce que là aussi, j'ai retracé tout le cheminement de l'adoption de ce mot de harcèlement dans notre législation. Tout est véritablement parti de Bruxelles qui exigeait que de toute façon on transcrive les directives européennes dans la législation nationale. Or, ces mots ne nomment pas des réalités, ils les fabriquent. Et évidemment, l'objectif ultime de cette révision du vocabulaire est de créer de nouveaux délits, de changer les mentalités, ça c'est le mantra de la barbarie douce des progressistes. Et je prendrai un exemple, dont vous avez sans doute entendu parler, le fameux terme de manspreading, donc composé de man, homme, et spreading, étendre ou écarter les jambes. Donc ce terme, manspreading, est utilisé pour incriminer l'attitude des hommes de s'asseoir les jambes écartées. Et donc ainsi requalifier cette attitude est jugée machiste, sexiste et devient une infraction dans certains pays. Depuis juin 2017, après New York, Tokyo, Seattle, Philadelphie, Madrid, on signale l'interdiction par un pictogramme montrant un homme les cuisses écartées, barré d'une croix rouge. En France, l'association Oser le féminisme a réclamé de la RATP qu'elle bannisse, je les cite, cet agissement symptomatique d'un système patriarcal dans lequel les hommes font à chaque instant preuve de leur domination et signifie aux femmes par cette appropriation de l'espace qu'elles sont indésirables. Parce qu'en fait, c'est pour occuper l'espace. Et donc, d'ailleurs, récemment, il y avait aussi un entretien dans Télérama avec 3 femmes, mais c'était inénarrable. Et notamment, Virginie Despentes nous expliquait donc que si cet impératif de la minceur était dicté aux femmes, c'était effectivement pour qu'elles occupent moins d'espace et donc soient moins visibles et que les hommes occupent tout l'espace. Donc là, c'est la même chose. Les hommes écartent les jambes pour que les femmes n'aient plus d'espace, qu'elles se réduisent à rien. Et donc, l'association concluait, c'est une première étape, donc les jambes écartées, du continuum des violences qui s'exercent contre nous dans l'espace privé comme public. Bref, des jambes écartées au viol, la conséquence est bonne. Alors, la RATP n'a pas satisfait à la demande des militantes, pourtant, comme chacun sans doute, vivement et à maintes reprises relayées par le maire de Paris, Anne Hidalgo. Et de toute façon, puni ou non, la condamnation, je l'ai observé, porte et est intériorisée. Si vous regardez nos hommes politiques, trentenaires ou quarantenaires, à commencer par le président Macron et son Premier ministre, en général, ils ont les jambes soigneusement repliées l'une sur l'autre ou sagement serrées. Mais force est quand même de reconnaître qu'il y a des ratés, parce que la nature dominatrice des hommes revient au galop. Mais l'ami des femmes se signale à ces petits indices, et donc l'esprit même de ce néo-féminisme, c'est surveiller et punir. Donc, la volonté de plier le corps masculin aux manières du corps féminin est obsessionnelle. En 2013, en Suède, on a un député socialiste qui déposait un projet de loi pour obliger les hommes à uriner assis. Alors, je crois que ça n'a pas été adopté. Alors, bon, vous voyez, tout cela prête à rire. Bon, le problème, c'est qu'il y a des infractions. Alors, pas chez nous encore, jusqu'à quand? Mais justement, c'est sur la question du rire que je voudrais aussi faire une petite parenthèse. C'est que j'ai intitulé mon épilogue « Et si le rire nous avait abandonnés ?» Parce que ce qui m'inquiète, c'est justement ce conformisme. Et je raconte la pièce de Jean Anouilh, La culotte, qui est une pièce jubilatoire sur les outrances du MLF. Ah, j'ai l'impression que le micro rend l'âme ou j'ai appuyé. Voilà. D'accord. Donc une pièce jubilatoire sur les outrances du MLF, c'est une pièce qui date de 1973. Et ces outrances pour Anouilh, qui n'était pas un auteur engagé, mais qui
comptait sur ce que j'appelle les vertus heuristiques du rire, hein, donc les vertus de découverte du rire pour faire apparaître justement ses outrances, ses excès. Et donc pour lui, tout cela appelait le ton et le registre de la farce. Et c'est peut-être ce qui nous avait jusqu'à présent sauvé des excès du féminisme. Nous avions su lui opposer le rire. Nous avions eu Molière, nous avions Anouilh, nous avions Philippe Muret. Mais hélas, nous n'avons plus de Molière, plus de Anouilh, plus de Philippe Muret, au moment où nous en aurions infiniment besoin. Et jamais le mot de François Truffaut n'a été plus vrai. L'atmosphère est servilement féministe. Je cite François Truffaut parce qu'évidemment qu'avec L'homme qui aimait les femmes, il a été en but aussi aux associations féministes qui se sont... D'ailleurs, c'est très drôle parce que dans sa correspondance, avant que le film ne sorte, il met en garde son acteur principal, Charles Denner, et il lui dit « Il est évident que nous allons subir les foudres des féministes, mais c'est pas grave, on assume, et surtout, il faut faire observer que, au contraire, c'est un hymne à la femme dans toutes les versions possibles. » Enfin, je cite exactement cet échange, mais c'était très beau, parce qu'en même temps, François Truffaut n'est pas un homme qui est estampillé réactionnaire, et c'était puissant de sa part de dire, donc c'est dans la lettre justement à Charles Denner, l'atmosphère est servilement féministe. Quelle belle formule et tellement appropriée à notre temps. Alors, oui, un autre exemple aussi de comique, au moment de MeToo, on a vu à Paris, en tout cas, se répandre avec une promptitude absolument inaccoutumée dans des pays comme le nôtre, où d'habitude il y a un délai incommensurable entre la prise de décision et l'exécution. Mais alors là, ça a été très rapide. Les murs des couloirs de métro, de RER, les abribus sont couverts d'affiches montrant une chétive créature esselée dans un milieu hostile. Alors soit c'était une forêt obscure, une grotte sombre, un fond de la mer, sur le point d'être assaillie, alors au choix par un loup, un requin ou un ours. Et donc pressant chacun, victime ou témoin, nous disait l'affiche, de donner l'alerte si on assistait à un tel spectacle. Et alors sont montés au créneau les défenseurs des animaux, parce qu'il y a une concurrence victimaire, et choisir précisément l'ours, le loup, le requin, des espèces menacées de disparition. Donc, des espèces menacées de disparition que les militants de la cause animale s'employaient précisément à réintroduire dans nos régions et donc à nous rendre sympathiques, et avec lesquels les Français commençaient à se réconcilier pour incarner le rôle de prédateur sexuel. Voilà qui était très malvenu. S'est ému le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, qui décide de saisir le jury de déontologie publicitaire et il a obtenu gain de cause. Donc, les amis des bêtes n'avaient déjà guère goûté l'analogie d'Harvey Weinstein et des harceleurs sexuels en tout genre au porc. Et là aussi, la mièvrerie contemporaine ne nous épargne rien. Il s'était offusqué de la référence, je cite, « un animal si sympathique et si intelligent ». Donc c'était absolument aberrant. Je me souviens même de Jean-François Kahn qui pourtant critiquait quand même les excès du mouvement, mais il était là, il disait bon c'est pas bien d'assimiler au porc parce que c'est un animal qu'on aime tant. Donc voilà, il n'avait rien fait pour mériter d'être assimilé aux turpitudes des mâles. Alors le rire donc nous fait défaut pour répliquer et résister à ce qu'on pourrait appeler avec Peggy une tartufferie humanitaire. Mais aussi, alors ça c'est un point qui m'est très cher, l'attachement à nos mœurs, le sens et le goût de la partition que notre pays, je ne dis pas notre nation parce que c'est un legs de l'ancien régime justement, a composé sur le thème de la relation entre les hommes et les femmes. Et c'est le sens, si vous voulez, de mon sous-titre, Nation française, mon sous-titre qui est, oui, Nation française, galante et libertine ne te renie pas, c'est que précisément, je crois que nous sommes riches d'un héritage galant, libertin, et que nous devrions mobiliser contre cette rhétorique. Et même, j'ai été frappée au moment quand même de la campagne MeToo, en lisant la presse internationale, il y avait parfois des articles qui nous demandaient justement de ne pas signer la reddition, qui comptaient sur nous pour faire entendre un son de voix discordant, et qui a précisément bien accueilli la tribune signée par Catherine Deneuve. Parce qu'enfin, la France était à la hauteur quand même de son histoire et d'elle-même. Le vrai désespoir, disait Camus, ne naît pas devant un adversaire obstiné, ni dans l'épuisement d'une lutte inégale,
en gros, ces obstacles, on peut les surmonter. Il vient de ce qu'on ne connaît plus, ces raisons de lutter, et si justement il faudrait lutter. Et donc je crois que l'arrivée au poste de commande de ces trentenaires et de ces quarantenaires, qui sont réellement déshérités, réellement déracinés, parce que ils sont nés dans les années 70, ils n'ont pas appris à aimer cet héritage, et donc ils en sont totalement dépossédés. Et ils ont été biberonnés aux injonctions d'un progressisme international. Et donc, si vous voulez, ça c'est vraiment une de mes grandes inquiétudes parce que nous n'avons plus que cette jeunesse-là qui finalement ne connaît que ces mots d'ordre, d'égalité, etc. et qui ne comprend plus rien à la spécificité des mœurs et même à leur saveur. Et moi qui suis si sévère dans mon crépuscule avec les baby-boomers, je me dis c'est un peu la différence parce que finalement dans les baby-boomers, ils avaient encore un peu le sens du charnel, ou en tout cas par exemple les relations entre les hommes et les femmes, il n'y avait finalement pas tant touché que cela. D'ailleurs c'est ce que leur reprochent ces jeunes trentenaires, quarantenaires. C'est d'accord, vous aviez des grands principes féministes, mais vous les avez pas suffisamment mis en pratique. Donc nous, on a tout cela parachevé. C'est ça le discours d'une Schiappa ou de ces gens-là. Donc, me dire après tout, même des Daniel Cohn-Bendit, il n'a pas dû être totalement insensible justement au jeu quand même des relations entre les hommes et les femmes. Alors, la génération des trentenaires, quarantenaires, je suis très inquiète. Donc mon titre n'est pas « Libérons-nous du féminisme » n'est pas une provocation. Je crois vraiment qu'il nous faut nous libérer du féminisme si nous voulons être rapatriés dans le monde réel. Le féminisme est une machine à abêtir et à infantiliser parce que là, je ne comprends pas même qu'il n'y ait pas une plus grande résistance de la part des femmes parce qu'il est le vecteur d'une conception extrêmement dégradée et dégradante de la femme, où on nous fait passer pour des saintes nitouches qui comprennent rien à ce qui est joue entre un homme et une femme. On dit qu'on tomberait des nues à tout moment. Enfin, et puis surtout nous, on n'aurait aucune stratégie. On serait vraiment des oies blanches, pures de toute arrière-pensée, inaccessible au désir. Et puis, comme donc toute idéologie, elle travaille à occulter le réel. Alors, un exemple aussi tout à fait frappant, aujourd'hui, entre un homme et une femme rivalisant pour un même poste, la bataille est inégale, mais elle est inégale au détriment de l'homme, justement, pour l'homme. Parce que l'homme est un vestige, l'incarnation du vieux monde, alors a priori, j'insiste, s'il est blanc et de plus de 50 ans. Et c'était tout à fait étonnant, si vous voulez, il y a eu un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, numéro 1 de comment s'appelle-t-elle, Tony Marshall. Et donc, c'était censé justement nous montrer qu'une femme pouvait devenir directrice d'une grande entreprise du CAC 40, mais elle se heurtait à des tas d'obstacles, à commencer par ceux qu'elle sécrétait elle-même parce que s'interdisant une telle ambition. Or, si vous regardez ce film, hors de toute idéologie, ce film vous prouve tout le contraire. C'est que toutes les forces du progrès, toutes les forces bien pensantes sont avec cette femme qui justement va prétendre à diriger cette entreprise du CAC 40. Et c'est incroyable parce que même les hommes justement qui se convertissent à cette pensée vont la soutenir, elle, contre l'homme qui est interprété par Richard Berry, donc plus de 50 ans, mâle, blanc, etc. Bon. Et donc, mais c'est absolument incroyable, parce que c'était frappant. Pour regarder ce film, vous comprenez que l'époque est avec la femme contre l'homme. Bon, et évidemment, autre élément qui montre combien l'idéologie sert à occulter le réel, c'est que les néo-féministes sont, et même si cela peut paraître paradoxal, les complices des islamistes. Et je reviendrai sur l'épisode de Cologne et sur la chapelle Pajol, parce que ces événements nous ont montré que sur la question des violences faites aux femmes, l'indifférence régnait à l'égard des femmes si les prédateurs ou les coupables étaient des hommes. Et là, on a très très bien vu comment, à ce moment-là, le réel était totalement... Un rideau était tiré sur la réalité. Alors, Alain y a fait allusion.
effectivement, on m'a beaucoup interrogé et parfois reproché le terme de libérons-nous du féminisme. On m'a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas spécifié du néo-féminisme? Non, je crois qu'en effet, le féminisme est une idéologie. Au sens littéral du terme, ainsi qu'Hannah Arendt nous invite à l'entendre, il est la logique d'une idée. Les hommes, et cette idée qui va servir finalement de fil directeur et qu'on va dévider, qui est censée expliquer l'histoire des femmes depuis l'origine des temps, est une idée l'idée que les hommes dominent les femmes, ont toujours cherché à les dominer, et donc à partir de ce moment-là, tout va être déduit. L'esprit de système domine et il est absolument coupé de la réalité complexe, vivante. Le féminisme n'est pas, comme le prétend le dictionnaire, qu'un mouvement social ayant pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, tout particulièrement dans les domaines juridiques, politiques, économiques. Être et se dire féministe, ce n'est pas simplement être favorable à certains acquis pour les femmes, et œuvrer pour les conquérir, c'est expliquer, c'est un principe d'explication des inégalités, prétendre détenir la clé qui ouvre toutes les serrures, et donc prouver, établir que les hommes ont depuis l'origine des temps aspiré à dominer les femmes. Alors vous connaissez sans doute la thèse de Françoise Héritier, c'est que, en définitive, comme les femmes donnent la vie, les hommes ont senti qu'ils étaient à leur égard leurs obligés, et donc pour rétablir les plateaux de la balance, pour nous le faire payer en quelque sorte, ils se sont emparés de tous les autres postes de domination, parce qu'en même temps, il ne pouvait pas se passer de nous, au moins pour s'assurer une descendance. Alors par exemple, pourquoi les femmes sont généralement de taille inférieure aux hommes? Françoise Héritier, celle que tout le monde désigne comme la grande Françoise Héritier, rendait grâce à une de ses doctorantes d'avoir trouvé le fin mot de l'histoire. Eh bien, pourquoi les femmes sont plus petites? C'est que depuis l'origine de l'humanité, les hommes se sont réservés la plus belle portion de viande, donc de protéines. Et vous avez eu donc un documentaire qui a été réalisé pour prétendument étayer cette thèse, qui a été diffusé naturellement sur Arte, et il fallait lire les articles publiés à cette occasion par Télérama, par le Nouvel Observateur, par Le Monde, et je n'invente rien, toutes les sources là aussi sont dans mon livre. Donc le féminisme ne parle qu'une seule langue, celle de la domination. Le ton est et a toujours été à la revanche à l'égard des hommes. Il faut lire Les Bostoniennes d'Henry James, qui met en scène le féminisme vraiment à sa naissance, et Henry James a formidablement saisi et rendu ce trait au travers de son personnage Olive Chancellor. Je cite Henry James. Elle estimait que d'une manière générale, les hommes avaient de telles dettes envers le sexe opposé que chaque femme en particulier pouvait tirer des traites sans fin sur le capital masculin. Jamais les femmes, selon elle, donc selon Olive Chancellor, n'arriveraient à épuiser leur crédit. Donc, vous voyez, cette logique, elle n'est pas née avec les années même 70, elle n'est pas née, elle n'apparaît pas aujourd'hui, elle est consubstantielle au féminisme. Alors, en revanche, si parler de néo-féminisme a un sens, n'est pas totalement infondé, c'est qu'en effet, triomphe en France aujourd'hui, enfin depuis, en fait, les années 90, et très spécifiquement depuis les années 2000, un féminisme d'inspiration anglo-saxonne, mais qui est en réalité très influencé par la French philosophie, Foucault, Derrida, Hélène Cixous. Et en fait, comme ces auteurs n'avaient pas trouvé audience en France, ils se sont exilés dans les campus américains, où là, ils ont trouvé vraiment un terreau très fertile. Et finalement, ils nous reviennent aujourd'hui par un effet boomerang. Et que, précisément, j'explique parce que la digue a été levée, c'est-à-dire que moins nos mœurs sont aimées, moins elles servent de puissance de résistance à l'invasion de cette idéologie. Et donc, ce féminisme d'inspiration américaine est un féminisme que j'appelle identitaire et séparatiste. Identitaire parce qu'il exhorte les femmes à se penser et à se vivre comme femmes et comme groupes séparés, ce qui était totalement étranger finalement au féminisme, en tout cas au mouvement, à ce qui nous a permis d'acquérir certains droits, et séparatiste parce que il
il encourage à ce que les hommes et les femmes vivent les uns à côté des autres, voire les uns face aux autres et se regardant en chien de faïence et avec suspicion. Là, je vous renvoie au très beau vers d'Alfred de Vigny qui dit tout à fait cette situation-là. Alors, en ce domaine, justement, du féminisme, il existe bien une exception française, une singularité française. Les droits des femmes ont été conquis, et les femmes n'ont rien à envier, les femmes françaises n'ont rien à envier à leurs semblables américaines, sans en passer par une affirmation exaltée du féminin, sans sacrifier l'art de la mixité que les siècles nous avaient légué. Bon, pour ceux qui liront mon livre, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai au moment de la bataille pour le droit à l'avortement. Parce que là, les féministes vont vraiment se diviser. Je vous rapporte notamment la grande sociologue Évelyne Sulro, qui, vers la fin de sa vie, justement, a pris vraiment parti pour les pères, pour les hommes. Mais déjà, à ce moment-là, elle est tout à fait favorable à l'avortement. Mais par contre, la rhétorique qui accompagne cela, et qui justement est dressée, dirigée contre les hommes, est une chose qui lui est odieuse. Et donc, elle ne manque pas de le dire. Elle est renvoyée d'un meeting qui est organisé en faveur du droit à l'avortement. Et là, c'est assez intéressant parce que c'était organisé par le Nouvel Observateur, et les hommes donc, sont vraiment congédiés très brutalement. Et elle reçoit un bouquet de fleurs émanant de Jean Daniel, et donc le directeur à l'époque du Nouvel Observateur, et qui justement la remercie au nom des hommes. Mais parce que là, donc à ce moment-là, par contre, on a vraiment ce féminisme très virulent et alimenté par une détestation des hommes. Mais sinon, en même temps, ce féminisme n'a pas réussi à triompher. Le féminisme français est dit universaliste au sens où justement il ne veut pas séparer, parce que les femmes sont des hommes comme les autres en définitive, douées de raison, etc., qu'elles réclament justement l'accès à certaines professions, la reconnaissance de certains droits. C'est pourquoi il est tout à fait aberrant, si vous voulez, que le féminisme universaliste devrait récuser la féminisation des titres, des professions, car l'existence même du neutre, justement, porte témoignage de ce qu'il y a des sphères de l'existence où l'appartenance au sexe, à un sexe, n'entre pas en ligne de compte. Alors que, justement, la revendication d'un langage, d'une écriture inclusive, fait comme si, justement, la femme ne pouvait jamais s'élever à l'universel, ne pouvait jamais se reconnaître dans un masculin à vocation universelle. Si vous ne lui parlez pas de citoyenne, elle passera son chemin. Donc, il y a une proposition, je vous invite à aller sur le site du Haut Conseil à l'égalité, une proposition de réécriture intégrale de la Constitution en langue inclusive. Donc plus de citoyens, plus de citoyennes, plus de fraternité, de l'adelphité, plus de... je ne sais plus quels sont les autres termes, mais c'est un langage absolument épouvantable. Et si vous voulez, ce qui montre bien que les femmes, quand je parlais de conception dégradée, dégradante des femmes, on a vraiment l'impression que nous sommes des chiens de Pavlov et qu'il nous faut des signaux sexués pour qu'on s'y reconnaisse. Sinon... on ne sait pas que l'on parle de nous. Et tout cela, la féminisation du langage, j'aime à le rappeler, mais toute cette logique, qui préside justement à la revendication de la féminisation de la langue, la première commission a été mise en place par François Mitterrand en 1984, et cet homme dont on nous dit tant qu'il aimait la langue. Et c'est les premières étapes de destitution de la langue. Ça, je le retrace, c'est tout à fait incroyable parce que, si vous voulez, Yvette Roudy, donc ministre des droits des femmes, est au Québec et justement, alors elle voit déjà toute cette féminisation des professions avec cette rhétorique, une petite annonce qui n'est rédigée qu'au masculin au sens universel, eh bien, une femme ne va pas postuler si la petite annonce est rédigée dans cette langue. Donc c'est au nom de cette exigence qu'on va vouloir féminiser les titres de métier. Et donc elle est au Québec et elle dit que dès qu'elle rentre, elle en parlera au président de la République et qu'elle veut voir mise en place
une commission chargée de s'interroger justement sur la féminisation de la langue. Évidemment, la chose lui est concédée, la commission est instaurée et confiée à Benoît de Groult. Donc c'est le début de la fin. Hein, et donc c'est bien sous François Mitterrand, cet amoureux de la langue française. Alors que justement la grande trouvaille, selon moi, du génie français est d'avoir su distinguer entre les sphères d'existence, de jouer de la différence des sexes dans la vie intime, dans la vie privée, même dans la vie sociale, et de pouvoir s'en affranchir dans la vie professionnelle ou dans la vie politique. D'ailleurs, c'est un moment très intéressant et qui montre toutes les incohérences de ce féminisme, c'est qu'on a d'un côté le fait quand même que le féminisme s'est converti à la théorie du genre. Or, que nous dit la théorie du genre? C'est qu'il n'y a ni homme ni femme, mais des êtres qui seraient sexuellement neutres, et que seule la chute dans la société, c'est-à-dire la naissance, a perverti en assignant l'individu à une identité sexuée. Hein, vous avez ça chez Judith Butler, c'est tout à fait extraordinaire, parce que donc nous serions censés être neutres, pouvoir jouer de toutes les identités. Hein, vous savez que la logique du genre, c'est que considère que Simone de Beauvoir, finalement, est demeurée comme en retrait de sa propre intuition, puisque si on ne naît pas femme, pourquoi le deviendrait-on? Donc si on ne naît pas femme, eh bien on peut devenir homme, on peut devenir ni homme ni femme, jouer absolument de tous les possibles. Et donc, oui, Judith Butler repère que, en définitive, le mécanisme d'assignation à une identité commence dès le moment où on identifie le sexe de l'enfant avant même qu'il naisse. Et à ce moment-là, ça y est, la grande machine à fabriquer une identité sexuée se met en branle. Donc, le féminisme, à la fois, est censé adopter cette thèse, et donc, d'un autre côté, on a ce féminisme, ce néo-féminisme, qui nous exhorte à nous penser, nous présenter partout comme femmes, et surtout à ne jamais faire un pas de côté par rapport à cette identité. Bon, j'ai l'impression que je suis longue, non, hein, oui. Oui, un peu. C'est passionnant. Hein. Ah oui, non, puis vous voyez encore tout ce qui reste. On peut pouvoir poser de questions. Non, bon, alors tant pis, j'arrête. Non, bah non. Non. Non, mais peut-être qu'on. Il faut que je. Alors attendez, je vais essayer. Ah bah oui, mais alors j'ai pas du tout atteint. Votre objectif. Pas ça. Non, non, tant pis, ça c'est un peu. Mais oui, mais alors j'ai pas du tout expliqué non plus comme idéologie suffisamment. Mais ils vont lire votre livre. Oui. Voilà. Bon, il y avait aussi la question. Très intéressant, parce que donc, ce qu'il faut bien voir, c'est cette logique du surveiller et punir, parce que au nom justement de cette égalité, de cette liberté, on s'autorise à pénétrer dans votre vie privée jusque dans l'alcôve, et on le voit aussi, en plus c'est ça qui est terrible, c'est que dans les années 70, vous avez quand même eu des progressistes qui exaltaient le désir, et aujourd'hui ils le mettent en cage, ils veulent absolument nous convaincre qu'en définitive, les femmes n'ont qu'une aspiration, c'est être délivrées des hommes, de leur regard, de leur imaginaire érotique, de leurs fantasmes. Et donc, je crois que là aussi, il faut rappeler que non, nous aimons les hommes, nous avons besoin d'eux et nous dépendons justement de leur regard, de leur imaginaire. Et le philosophe Alan Bloom disait du féminisme américain que dès les années 70, il a joué le rôle d'un sédatif sur l'humeur bachique de la révolution sexuelle. Bon, c'est chez nous qu'aujourd'hui les choses se produisent. Et un autre domaine où la passion punitive s'exerce, c'est évidemment dans le domaine de l'art. Donc bon, j'avais prévu de développer, bon, c'est un chapitre de mon livre aussi, mais c'est très très important, parce que il faut bien voir on nous dit toujours, bon, la censure vient des milieux catholiques, etc. Il y a une différence majeure, c'est que quand, et je prenais l'exemple de l'anal-plug installé place Vendôme, quand ce sont les catholiques qui se mobilisent, ils sont délégitimés par tout le monde, par les politiques. Là, vous aviez eu jusqu'à François Hollande qui s'était mobilisé en faveur de l'anal-plug. Et quand ce sont, en revanche, des féministes qui dénoncent une œuvre d'art, eh bien là, par contre, vous avez avec elles toute la sphère médiatique, toute la sphère politique, intellectuelle. Donc, attention, deux poids, deux mesures. Bien sûr que les milieux catholiques peuvent demander une quelconque censure, avec quelle efficacité, bon sang. Bon, là, je vous dis,
prenais des exemples des deux côtés, c'est absolument frappant. Bon, quant à donc ce que j'appelle l'islamo-féminisme, bon, juste alors, une chose, après je m'arrête, mais si vous voulez, c'était le 18 mai, donc le mouvement MeToo Balance ton port va être déclenché en novembre. Donc on est 5 mois avant cette déferlante MeToo et Balance ton port. Vous avez un reportage qui paraît dans le journal Le Parisien, intitulé « Paris, les femmes chassées des rues dans le quartier La Chapelle-Pajol ». Bon, la journaliste décrit le quotidien, les habitantes sont injuriées, empêchées d'entrer dans les bars, elles renoncent à se déplacer seules, etc. Bon, elle décrit tout ça. Vous avez France Culture qui se mobilise. Que signifie cette panique identitaire ? Télérama va aller très loin. Alors déjà, bon, vous avez les Inrecuptibles qui reprochent à la journaliste de ne pas faire dans la demi-mesure. Télérama, qui l'accuse de commettre des amalgames. Donc panique médiatique, se demande France Culture. Télérama donc nous parle d'hystérie collective. Vous avez entendu ces mots au moment de MeToo? Toute cette inquiétude, justement, attention, de quoi parle-t-on, etc. Tous ces scrupules. Très heureux, mais pourquoi ils se sont envolés au moment de MeToo? Là, il n'y a plus aucun scrupule qui tienne. Donc, Marlène Schiappa seront sur les lieux, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, et évidemment, alors là je retrace tout cela en détail, au moment des événements de Cologne. Éric Fassin, la grande conscience du féminisme, qui nous explique que, attention, ce ne sont pas finalement des viols, ce sont des actes politiques, parce que donc c'est des blanches qu'ils ont agressées sexuellement ou violées, donc ça a une signification politique. Et là, il n'y a plus de femmes victimes, alors que ça faisait des années qu'ils cherchent à nous mobiliser contre le harcèlement. Enfin, je vous dis, je retrace tout ça, Clémentine Autain qui nous noie le poisson en faisant des allusions avec je ne sais quel moment de l'occupation. Caroline Dehaze, qui a les mots les plus violents qui soient contre ces dénonciations. Kamel Daoud, qui se fait traiter d'islamophobe parce qu'il explique effectivement comment tout cela est fondé dans la civilisation musulmane. Enfin bon, si vous voulez, c'est... oui, enfin... Bon, quand même, je vous donne juste un élément, parce que ça, c'est tout à fait extraordinaire. Parmi les ouvriers du déni, François Hollande, donc alors président de la République. Et alors, il accorde un entretien au magazine féminin. Parce que si vous voulez, entre-temps, bon, effectivement, les féministes, dans un premier temps, se sont tues, n'ont pas du tout réagi. Bon, après, elles ont été un peu obligées. Donc il y a une mobilisation qui est organisée, mais évidemment, elles défilent sous la bannière non à la violence contre les femmes, que ce soit à Cologne, à la fête de la bière ou dans la chambre à coucher. Et François Hollande, donc, donne un entretien dans cette période au magazine Elle. Il se flatte d'être féministe et, sans vergogne, lui aussi glisse des événements de Cologne qui venaient de se produire au harcèlement. Je le cite. « Si le drame de Cologne a à ce point marqué les esprits, explique-t-il doctement, comme toujours avec François Hollande, qui a la clé de tout, c'est aussi parce que tous les jours, dans beaucoup de nos villes, des femmes subissent des harcèlements verbaux ou physiques. Dans la rue ou les transports en commun. On avait 776 plaintes déposées pour agression sexuelle et 400 et quelques pour viol. Hein. Non, mais c'est comme le harcèlement dans les rues et dans les transports en commun. Je poursuis les mots de François Hollande. Et ce n'est pas le fait d'hommes qui viennent d'arriver sur notre territoire ou qui n'auraient pas bénéficié d'une éducation semblable à la nôtre. C'est un phénomène de masse qui doit être regardé en face car il atteint les principes mêmes de la vie en commun. Bref, les viols en masse, cela n'a rien à voir avec la culture musulmane, tout avec la turpitude des hommes et où qu'on soit. Donc, si vous voulez, parce qu'évidemment qu'à Cologne, c'était les migrants auxquels Madame Merkel avait grand ouvert les portes, qui étaient incriminés. Bon, je m'arrête là, hélas, donc... Non, mais vous allez pouvoir poursuivre grâce aux questions. Voilà, je l'espère. Merci, j'espère que c'était pas trop confus. Ce qu'on appelle être habité par ce sujet, et vraiment c'était formidable. Non, je ai dû être un peu confus. Vous n'avez pas lassé, mais il faut qu'on laisse quand même la parole à notre public qui connaît la règle.